Waouh, waouh, waouh. Très impressionnant d'être devant vous aujourd'hui. Merci en tout cas d'être là, de m'accueillir. Donc, je m'appelle Brian Thielly et je suis le fondateur de la startup LionsDude. Je vous expliquerai plus tard dans mon pitch donc, qu'est-ce que la startup LionsDude. Mais avant de commencer, je voudrais savoir qui dans la salle est déjà monté sur scène ou par exemple fait du théâtre ou a pris la parole en public. Voilà, bah, je vois vous êtes nombreux, donc vous connaissez ce que je ressens à l'heure d'aujourd'hui. Donc je compte sur vous pour m'envoyer de la force là pendant la demi-heure qu'on est ensemble, parce que tout comme moi, vous savez qu'il y en a besoin. C'est mon tout premier pitch, alors je compte sur vous. Merci. Waouh, c'est encore plus impressionnant. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci à l'invitation. Donc, pourquoi je suis ici, pourquoi je suis devant vous à vous parler. Même moi, il y a 5 minutes, je me posais la question. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis là. Je vais vous parler de mon parcours. Pourquoi je vais vous parler de mon parcours de vie, mon parcours qui m'a amené à créer cette société, qui est LionsDude. C'est parce que je veux vraiment insuffler quelque chose dans le milieu des startups et aussi surtout parce que j'ai besoin de monde pour m'aider à insuffler en fait cette action. J'ai besoin de collaborateurs qui rejoignent ma startup pour qu'on avance le plus haut possible. Déjà qu'on est pas mal en ce moment, mais avec vous, on pourra aller encore plus haut. Donc pour ça, je vais devoir vous raconter mon parcours, ma vie. C'est un exercice pas très simple, mais je vais m'ouvrir devant vous, comme si vous étiez ma famille aujourd'hui. Là, pendant 30 minutes, vous êtes ma famille, mes amis. Donc merci beaucoup. Donc mon parcours, c'est quoi? Donc je m'appelle Brian Thielly, j'ai 25 ans. J'ai pas fait d'école petit. Comme Einstein il disait, on apprend à des poissons rouges à grimper un arbre. Bah, moi, petit à l'école, c'était pareil. Einstein, c'était l'école, et moi, j'étais le petit poisson rouge. L'école, il essayait de m'insuffler quelque chose, de m'apprendre des cours, d'apprendre des maths, de français. Et moi, j'en avais rien à foutre. Moi, ce que je voulais, c'était juste nager dans un grand océan et faire ma vie. J'étais pas fait pour apprendre un cours, être assis derrière un bureau, arriver à 8 heures, repartir à 16 heures. Donc du coup, j'ai très très vite abandonné cette histoire d'école. J'ai arrêté à 14 ans. Dès que j'ai pu finir ma troisième, avec un peu de chance, on a eu le brevet des collèges. Et je suis parti. Je suis parti faire ma vie dehors comme tout jeune qui a plein d'amis dehors. Donc j'ai passé ma vie, mon adolescence à faire des larcins, à découvrir la vie en faisant tout et n'importe quoi ce qu'on peut faire quand un jeune se retrouve dehors avec ses amis. Certains, je pense, et même sûr, qu'ils savent de quoi je parle et ce qu'on peut faire. Donc, le petit poisson rouge s'est développé comme ça, à naviguer un peu dehors avec ses amis. Et tout ceci, ça m'a apporté que des problèmes. Je pense on est tous d'accord. Quand on est livré dans la rue et qu'on traîne avec nos amis, il nous arrive pas forcément des bonnes choses. Même si par contre j'en garde un très très bon souvenir, il n'arrive pas forcément des bonnes choses. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé beaucoup de galères et j'ai dû quitter ma vie du jour au lendemain en fait, très très jeune. J'avais 16 ans. Et je me suis retrouvé à tout quitter. Mais quand je vous dis tout quitter, c'est que ça s'est passé un matin, c'était 7 heures du matin. On se lève en panique et j'ai dû fuir le côté de Lyon jusqu'à Marseille sans prendre une seule affaire. J'ai vraiment abandonné ma vie, j'ai quitté tous mes amis, j'ai quitté ma femme de l'époque, tout. J'avais juste un petit sac à dos avec 2-3 affaires à l'intérieur. Et voilà, à 16 ans, et je me retrouve à refaire ma vie avec ma mère, mes sœurs et mon frère, seul dans le sud, sans aucun logement, rien du tout. On était juste là avec nos affaires. Donc début de vie assez compliqué à 16 ans. Vous imaginez bien quand on se retrouve à la rue avec sa famille, avec juste un petit sac à dos, ben on se demande la même chose que je me suis demandé là, qu'est-ce que je fous là?
Et c'est assez délirant comme émotion. Je ne saurais pas comment vous la décrire. Euh, J'étais j'étais ailleurs. Mon cerveau, on m'avait lupocissé le cerveau. J'étais inerte. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne voulais pas accepter ce qui m'arrivait. Pourquoi je me suis retrouvé là? En plus, des amis à moi venaient de décéder. Plus il y a eu ça qui est venu. J'étais dévasté. Et j'ai rien trouvé mieux que de tomber dans la drogue et dans l'alcool. Parce que ça fait du bien. Hein. Si on peut trouver un moyen de s'anesthésier le crâne, on le fait. Donc malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Je conseille à personne de le faire, hein. Quand il y a des problèmes, il y a d'autres manières de soigner ces problèmes que dans la drogue et dans l'alcool. Donc voilà, j'avais 16 ans et je suis tombé donc drogué, alcoolique, et je errais dans les rues du Sud. On s'est vite retrouvé, donc avec ma famille, on a vite quand même retrouvé un petit logement. Donc on s'est retrouvé en camping où on a mis du coup mes sœurs à l'école. Il fallait quand même bien qu'il y en a qui continuent à faire des études pour quand même sauver la valeur de la famille. Et nous, on essayait de partir chercher de l'argent, donc à essayer de trouver un travail. Il fallait devenir un homme. Maintenant, à 16 ans, il fallait que je devienne un homme. Il fallait que je subvienne aux besoins de la famille. Il fallait que je puisse protéger ma mère et qu'elle ne retourne plus jamais à la rue. Donc à 16 ans, c'était vraiment mon devoir. Il fallait que je fasse quelque chose et que j'arrête mes conneries. Donc, que faire à 16 ans? Vous avez ces responsabilités-là. Excusez-moi, je bois un petit coup. Et il faut trouver de l'argent et vous êtes drogué, vous êtes alcoolique. C'est compliqué. Hein. Franchement, c'était très très compliqué. Mais on n'a pas baissé les bras. Moi, je suis le genre de type qui est déter. Quand j'ai quelque chose en tête, je lâche pas l'affaire. J'irai jusqu'au bout. Si ça marche pas, je continuerai jusqu'à ce que je meure. Mais si j'ai décidé un truc, je l'aurai. Et c'est ce que je me suis dit quand j'avais 16 ans. Je veux m'en sortir. Je veux aider ma mère à s'en sortir. Je veux aider ma famille à s'en sortir. Et je veux plus avoir de problème dans ma vie. C'est une promesse que je me suis faite il y a bientôt maintenant 10 ans. Et on tient encore la promesse et je lâche rien. On a les crocs. Donc avant que ça se passe, j'ai erré bien sûr pendant 2 ans dans le sud où là j'ai eu ma première phase sans abri. J'étais pas en phase de rester avec ma famille. J'avais trop de colère en moi, trop de haine et j'étais un mauvais élément. Il fallait que je quitte en fait le foyer familial si je voulais pas moi-même tout foutre en l'air. Donc j'ai préféré errer un peu dans la rue pour faire le vide. Et donc en fait pendant 2 ans j'ai erré, je faisais que de marcher. En fait comment ça se passait? Moi, je suis le genre de type, je fais que de me parler. On pourrait me prendre pour un schizophrène, mais je suis toujours en train de me parler à moi-même. Des fois, le matin, je me lève, je me regarde dans la glace, je me souhaite bonne journée. Genre pour te dire à quel point je me parle à moi-même. Et en fait, je passais mes journées à marcher. Je voulais pas dire en fait aux gens que j'étais SDF, je voulais pas rester à un point fixe, à regarder les gens, à demander de l'argent. Pour moi, c'était hors de question. Moi, quand j'allais au Resto du Cœur chercher mon petit candy up le soir avec ma soupe, je disais juste, je suis un voyageur et je me suis trompé, j'ai pas réservé d'hôtel, je suis dans la merde pour ce soir. Et c'était le même pitch en fait tous les soirs. Et je passais du coup mon temps à marcher dans les rues. Et là, je me suis dit, pour éviter de faire des conneries, en fait, il faut que je me soigne. Donc, j'ai passé mon temps à me faire des séances de psychologue. Et du coup, toute la journée, je disais, bon, je faisais le point sur ma vie. Bon, Brian, comment ça se fait que tu en es là? Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives jusque-là? Et du coup, je me suis mis à essayer d'observer tout le monde pour essayer de comprendre en fait le cerveau humain, pour comprendre pourquoi en fait on fait ça dans certaines situations, pourquoi on réfléchit avec nos émotions et pas avec la tête. Parce que moi, c'est que les émotions qui m'ont amené en fait là où j'en étais. Le problème, c'est que des gens qui ont réagi par impulsivité, parce qu'ils ne se sont pas posés 2 secondes, ils ne se sont pas soufflés, ils ne se sont pas dit « bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Ok, la situation, c'est ça, ça, ça. On analyse, qu'est-ce qu'on fait? Si je fais ça, il va y avoir ça. Si je fais ça, il va y avoir ça. Non, il n'y a pas eu cette approche. On
on a tout de suite cette approche quand il y a un truc qui nous pique au vif, c'est de réagir au quart de tour avec l'émotion. Et du coup, je commençais à apprendre ça pour essayer de comprendre en fait ma situation et qu'est-ce qui m'avait amené à là. Donc ça m'a pris 2 ans. Je pense que j'ai réussi ma petite séance de psy parce que je ne suis pas devenu fou. Et, et j'arrive à assez bien déceler un peu les personnes. Donc du coup, une fois que j'ai réussi à soigner, on va dire, pas à soigner, mais à comprendre ce qui m'arrivait, et je pense que c'est très important quand il nous arrive quelque chose de bien ou de mauvais, c'est de comprendre pourquoi ça nous arrive. Une fois que j'ai compris ça, je me dis, bah voilà, je suis prêt, je vais attaquer ma vie, on va faire quelque chose. Donc de là, je repars au niveau de chez moi, au niveau de Lyon. Et là, touché depuis ce jour-là, depuis du coup, mes 18 ans, touché par la grâce. On m'a tout donné depuis ce jour-là, depuis mes 18 ans, depuis que j'ai compris pourquoi il m'est arrivé tout ça. Je vous jure, hein, c'est ouf, il m'arrive que du bien dans ma vie. Et c'est toute une histoire de chance. C'est tout que des gens qui viennent, qui vont m'apporter quelque chose, que des choses qui vont venir par hasard et que ça va m'apporter que du bien, qui va m'amener au-dessus. Comme là aujourd'hui, c'est une histoire de pur hasard. Je me suis retrouvé là, c'est parce qu'on avait fait un article sur moi, article qui s'est fait aussi par pur hasard, c'était même pas prévu du tout. Et tout m'a amené par hasard ici, alors que c'était même pas prévu. Et qui m'amène aussi beaucoup de choses dans ma vie, et c'est juste fou. Le jour où j'ai compris pourquoi, ça a été fini, on m'a tout donné. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse, donc je suis remonté donc du coup dans mon petit coin au niveau de Lyon. Et là, une personne très, très charmante, ma mère adoptive, ma mère de cœur, m'a pris sous son aile et m'a donné un travail. Elle m'a donné l'opportunité d'avoir un travail, de travailler dans un camping. Du coup, déter comme je suis, il y avait quelqu'un déjà en place en fait dans ce camping, ils n'embauchaient pas. Mais elle était responsable de ce camping-là, c'était un camping municipal. Elle m'a dit, voilà, peut-être il y aurait une place plus tard, pour l'instant il n'y a rien, mais viens et on va voir ce qu'on peut faire, essayer de te faire voir par le maire. Moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis un mec déter, j'y vais pendant 3 mois. À 7 h du matin, je me lève, je suis sur le tarmac et je ressors, c'est 23 h et je fais tout. Je travaille bénévolement dans le camping, je fais tout pour espérer que les gens me voient et que ça parle de moi de partout et que le maire m'entende. Ça n'a pas manqué. 3 mois plus tard, je me fais convoquer dans le bureau du maire. Il me dit, bah écoutez monsieur, je fais que entendre parler de vous, les gens font que me parler de vous, comme quoi vous faites ça. J'ai vu le camping, il a changé de ouf avec ce que vous avez fait. Écoutez, bah, je suis un peu sur le cul parce que 3 mois faire ça gratuitement tous les jours, j'aimerais bien savoir un peu plus sur vous. Bah, du coup, moi je lui ai expliqué un peu le truc et je signe mon premier CDI le jour d'après. Merci, ça fait plaisir. Et là, voilà, là tout a commencé parce que là j'ai vraiment appris la valeur de l'argent, la valeur du travail et je me suis vraiment donné pendant 2 ans à avoir cette, on va dire, ouais, cette fibre professionnelle. Et surtout à m'ouvrir au monde parce que j'étais quelqu'un de très fermé. J'étais dans mon monde à moi, je disais pas bonjour, je souriais pas. Pour moi, les gens, c'était tous des enculés et terminé. Et là, ça m'a vraiment ouvert au monde. Et du coup, après, il y a eu tellement d'histoires après. Je vais essayer de faire, de pas non plus tout vous raconter. On va laisser un petit peu de suspense. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Après, j'ai une nouvelle fois tout reperdu suite à ce que j'avais retrouvé on va dire l'amour que j'avais quitté quand je suis allé dans le sud et qui s'est très très mal terminé. J'ai de nouveau tout perdu pour une meuf. Je pense qu'on est tous passés par là. Hein. On connaît un peu tous comment ça se passe. Et j'ai réussi à me relever. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, Brian, là, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans. Je me suis dit, dans ta vie, on t'a tout donné. Ça fait 3-4 ans que tu as de la chance. On te donne plein de chances pour t'en sortir. Tu les saisis ou pas. Mais en tout cas, elles sont là, elles sont toujours là. Et d'un côté, je me sentais redevable. Il fallait que moi-même, j'offre quelque chose aux gens, que j'offre quelque chose à la société. Maintenant, je me disais quoi?
j'ai pas fait d'école, j'ai pas de diplôme, j'y connais rien à rien. Qu'est-ce que je peux offrir à la société tout en moi-même gagner de l'argent, parce que j'en avais marre de toucher le SMIC. Pour moi, ma vie, c'était pas le SMIC. Depuis tout petit, avant mes 10 ans, je disais toujours à ma daronne, avant 30 ans, je serai millionnaire, propriétaire de mon entreprise, de ma Mercedes et de ma maison, et tout ça dans les îles. Et depuis tout petit, je répète ça, et j'ai toujours la même phrase en tête qui me sort. Du coup, je me suis dit, à 20 ans, je touche encore le SMIC. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Il faut que je fasse quelque chose, mais en plus, il faut que je me sente utile. Du coup, pendant un an, je réfléchis. Je me disais, bon, réfléchis à un truc, à un problème qui n'a pas de solution encore et que n'importe qui peut faire, mais que personne n'a fait. Donc du coup, pendant un an, je fais très très attention au monde qui m'entoure. Mais je fais vraiment très très attention, je regarde tout. Et un jour, je vais à Carrefour Market, puis je fais la file d'attente. J'attends, puis je suis très pressé. Moi, je ne suis pas quelqu'un de patient, j'ai horreur d'attendre. Et j'avais un rendez-vous, il fallait que je parte. Et il y avait, je vais vous sortir le fameux cliché, mais qui est réel, la fameuse mamie qui était à la caisse et qui galérait à faire son chèque. Désolé si parmi vous, il y a une mamie qui galère à chaque fois à faire son chèque à la caisse. Mais moi, je me suis retrouvé du coup dans cette file d'attente. Et voilà, j'étais impatient, ça m'a énervé. Et dans les oreilles, j'avais une musique de la Crime. Peut-être que certains connaissent la musique Sablier. Et en fait, cette musique, elle dit quoi? Elle dit, est-ce que le temps, c'est de l'argent? On peut rattraper l'argent, mais on ne peut pas rattraper le temps. Et moi, dans ma tête, ça a fait tilt direct. Je me suis dit, bah ouais, carrément. Mais moi, là, j'ai un moyen, en fait, je pourrais monétiser le temps. Est-ce qu'on peut monétiser le temps? Et donc, du coup, de quelle manière je pourrais monétiser le temps? Donc, du coup, je regarde ma situation actuelle et je me dis, bon, ma situation actuelle, pour monétiser le temps, il faudrait que je paye quelqu'un pour qu'il attende à ma place. Comme ça, moi, je me barre faire mes affaires, mes 2-3 petits trucs. Je reviens, mamie, elle a fini de faire son chèque, c'est à moi de passer. Je reprends ma place, je paye et puis je pars. Du coup, je me dis, ouais, pourquoi pas. Après, je rentre chez moi et je me prends un peu pour un fou. Hein. Je me dis, bon, t'as craqué, Brian. Bon, pour un fou, puis bon, j'appelle un peu ma famille, ma mère, mon frère, puis je leur demande et ils me disent, waouh. Non, en fait, c'est ouf. C'est ouf. Je me dis, bon, vas-y, alors si c'est ouf, on y va. Et là, déter comme je suis, je fais quoi? Je démissionne de mon travail, je quitte mon appartement, je donne tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je prends un sac à dos, une trottinette, mon téléphone, je prends une bouteille de whisky aussi, je vais chez mon pote, je me tape la bouteille de whisky, je commande à Blablacar à minuit pour 6 h le lendemain, puis je vais à Paris. Et là... là, j'étais pas bien, parce que là, j'avais fait le show devant mes amis parce que j'avais l'alcool dans le sang. Mais c'était la première fois que j'allais à Paname et je connaissais personne à Paname, j'avais pas un sou. Et là, je dis, bon, voilà, Brian, tu fais quoi maintenant? Tu as fait le malin, tu as parlé, maintenant, il faut faire, tu vois. Et là, j'étais pas bien. Donc, j'étais parti avec juste mon idée. Mon idée, donc, c'était quoi? C'était de faire un service qui permet de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles fassent la file d'attente à votre place. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait un gars aux États-Unis qui fait ça et qui se fait 4 000 $ par week-end, je me suis dit, la vie de ma mère, si lui il le fait, moi aussi je le fais. Je vais venir à Paris, je vais faire mon truc et puis voilà, terminé. Moi aussi je veux les 4 000 $ par week-end. Et du coup, je suis déter, je suis là à Paris, je pense 4 000 $ par week-end, 4 000 $ par week-end. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Et là, du coup, premier endroit où je vais, avant même de chercher des logements, d'ailleurs que je me suis fait refouler de partout. Et là, il m'est arrivé un truc de ouf. C'est pour ça que je vous dis, la détermination, ça compte et j'ai une chance de ouf. Premier endroit, je fais quoi? Je vais à la Tour Eiffel, à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Je me dis, s'il y a un truc à faire que ça marche, c'est bien la Tour Eiffel, avec tout le monde qui est à la file d'attente, je vais là-bas. Je vais là-bas, je vais à l'accueil et je dis à la dame, voilà, bonjour, je m'appelle Brian Chelly, j'ai fait un projet. Au début, je pitchais très très mal, je ne comprenais même pas mon service. Ils disaient, ça serait un service d'événementiel en fait pour faire gagner du temps aux gens dans les files. Et là, elle me rigolonnait, elle me dit non mais monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, je vous demandais le directeur de la société en fait à l'accueil. Je disais c'est pas comme ça que ça se passe, faut envoyer un mail et tout. Enfin, c'est même pas sûr qu'il vous rencontre. Et moi, je lui dis non mais vous vous rendez pas compte et tout. Là, vous allez louper quelque chose. C'est quelque chose de révolutionnaire. Faites-moi confiance, appelez-le. Je lui parle 30 secondes au téléphone. Vous allez voir, il va me faire monter dans son bureau. Et je lui casse la tête comme ça pendant une demi-heure. Et là, coup de chance comme pas possible. Sur la gauche, il y a l'ascenseur qui s'ouvre. Un mec qui sort de l'ascenseur.
bien habillé, chemise, cravate. Sylvain Rouffaut, directeur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Il entend ça, il vient me voir, on discute, bim, le mec, il était fou. Il m'a dit, bah écoute, franchement, ton truc, ton idée, elle est vraiment cool. Par contre, bah là, je vois que t'as rien. Là, il y a juste l'idée, la société, elle n'est même pas créée, tu viens d'arriver. Il me dit, c'est très très cool, mais viens avec quelque chose, tu vois. Et du coup, on sympathise et tout, on sort dehors et il me dit, voilà, bah, moi, je vais te donner un conseil. Fais d'abord tes preuves. Je veux que tu sortes faire tes preuves. Un conseil, dans les administrations, ça cartonnerait. Commence par te faire la main dessus et dans 2-3 ans, tu reviens me voir et puis on discute quand vraiment, tu vois, ça marche. Du coup, bah là, j'étais refait. Je garde ça en tête. Et puis là, bah, c'est parti après pour mon périple. Là, je cherchais un logement. Bon, je me suis fait refouler de partout. Puis là, je fais tous les rendez-vous comme pas possible. Après, ça faisait des semaines et semaines que j'étais à la rue, je commençais à perdre patience. Je me disais, allez, ça y est, je me suis niqué, j'ai plus rien, c'est mort, plus d'argent, plus rien. Et là, encore coup de chance. Je tombe sur une personne qui m'amène dans une maison qui s'appelle la Hacker House, qui me dit, voilà, c'est une maison d'entrepreneur, on te demande rien, pas de fiche de paye, pas de machin, pas de caution, pas 3 mois de loyer, juste tu vas, tu poses ton sac. Tu payes ton premier loyer, c'était 560 €. Je dis, oh putain, cool, au top, nickel. J'y vais, j'avais quoi dans ma poche? J'avais 580 €. Je paye mon premier loyer, il me restait 20 balles. Je lui ai dit, je reste 3 mois. Et là, j'étais en mode, bon, bah, maintenant, il faut que je trouve 560 €. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, bah, la détermination, encore. Et puis bah, là, je me mets à parler et tout avec le propriétaire. Et du coup, on trouve un accord. Lui, il devait trouver quelqu'un pour faire des chantiers dans la maison. Et moi, il fallait que j'ai de l'argent. Donc d'accord, je lui fais les chantiers dans la maison, il ne me fait pas payer de loyer et j'ai vécu 1 an à Paris sans payer de loyer parce que on a aidé. Et ça, c'était un gros challenge de ouf qu'on a fait. Donc du coup, ça a été énorme parce j'ai pu développer mon business. On m'a tout donné. Encore une fois, je dis, j'ai vraiment de la chance. Le mec, il m'a donné un MacBook, il m'a monté mon site internet, il m'a appris le business, on m'a épaulé pendant 1 an. On m'a même fait prendre des cours oratoires pendant 1 an pour apprendre à pitcher devant les gens parce que je ne savais pas parler. Et j'ai réussi, donc du coup, à monter mon business, à faire mes premières thunes. Et là, ça a été un début de quelque chose. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, bah, ça intéresse du monde. On va commencer à vraiment faire quelque chose. On était en 2018. Et après, je rencontre des personnes, des colocs qui me parlent de Station F. Fighters Programme. Petit pull que j'ai là, on représente Fighters Programme. On me dit, voilà, tu devrais y aller, c'est ouf, c'est le plus grand incubateur start-up au monde. Moi, je disais, bah, je m'en bats les couilles, en fait. C'est pour ceux qui ont fait les grandes écoles. J'ai pas envie de me retrouver dans un monde de bobos. Ils sont là, nanana, nanana, j'ai fait ça, je suis essayé, nique ta mère. Tu vois. Et du coup, je voulais pas du tout. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je tente ma chance. On faisait que de me dire, allez, vas-y. Bon, allez, je tente ma chance. Et j'ai été pris. Et deuxième challenge relevé, je faisais partie des 3% sélectionnés parmi des centaines dans le monde entier. Alors j'étais en mode waouh, ah ouais, en fait c'est si bien que ça ce que je fais, parce que j'avais pas vraiment aussi confiance en mon projet. Moi j'étais déterminé, mais je disais bon, je savais pas trop vraiment ce que je faisais. J'avance à l'aveuglette. Chaque jour c'est un peu, je tâtonne et j'avance. Et ça a changé ma vie. Station F, là j'ai fait ma première année, là c'est terminé, là cette semaine-là, ça a changé ma vie. Je suis arrivé en 2019, début 2019, et mon projet a littéralement décollé. Mais quand je vous dis décoller, c'est que je suis arrivé en février, en mars-avril, on avait fait déjà des milliers d'euros de chiffre d'affaires. On avait décollé, on a eu des demandes dans le monde entier pour faire des files d'attente. On a eu la Corée du Sud, la Chine, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal. Israël, Japon, on a eu plein de demandes, j'y croyais pas. Parce qu'on a eu l'étiquette Station F, on avait fait un petit peu d'argent, c'est développé. Et là, je me suis dit, wow, ça y est. La détermination, on l'a payé. 3 ans après, on commence à décoller, on commence vraiment à faire du chiffre, on s'intéresse à nous. Et là, on est toujours en pleine ascension grâce en fait à tous les gens qui nous ont aidés. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour la société, pour les gens. Parce que comme vous voyez, ça fait quasi 10 ans en fait, que les gens me donnent tout. Qu'aujourd'hui, grâce aux gens, j'arrive à faire de l'argent. Bientôt, je vais pouvoir en vivre, je vais pouvoir me payer un salaire. Et quelque chose de formidable. En 3 ans de guerre pour faire ce projet-là,
On y arrive enfin et grâce à vous, grâce aux gens. Donc merci. On ne sait pas, peut-être dans la salle, il y a des futures personnes qui vont m'aider ou qui m'ont peut-être déjà aidé. Enfin même c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont déjà aidé dans cette salle. Donc merci. Et donc comme je dis, je voulais faire quelque chose pour la société. Et c'est pas tout là mon service qui fait appel à des gens pour faire des files d'attente à votre place. C'est pas tout, c'est pas ça que je vais apporter. C'est ça, ça m'apporte à moi. Ça va m'apporter de l'argent, ça va me permettre d'être riche et me payer la retraite. Mais ça va pas vous apporter quelque chose de concret à part ne pas attendre dans les files d'attente. Ce que j'aspire réellement, et ce qui est un projet qui est en train de se faire, l'Institut derrière en fait, l'Institut, donc il faut qu'on me connaisse, il y a mon histoire. C'est pour ça que je vous ai dit mon histoire, parce que l'Institut, il y a vraiment mon histoire derrière. Parce qu'il y a une association qui est liée à l'Institut. Cette association, elle va permettre la réinsertion socio-professionnelle des sans-abri. Donc comment, en fait, ce qu'on va faire? Pendant 1 an, on va faire un programme, comme on fait avec Station F, ça fait un programme sur 1 année. On va faire un programme sur 1 an, on va sélectionner 10 sans-abri. Ces 10 sans-abri-là, on va les intégrer dans la boîte. Pourquoi? Dehors, il y a des pépites. J'ai parlé à plein de personnes, c'est soit ils travaillent, soit ils ont fait des grandes écoles. Il y a des pépites qui sont dehors et on n'y fait même pas attention. Donc moi, ces personnes-là, je vais les prendre, je vais les mettre dans la boîte. Je vais soit les faire travailler dans l'Institut, au sein de la société, soit en tant que Jude, pour faire la file d'attente. Pendant ces 1 an-là, en même temps, on va leur offrir un logement. Grâce à quoi? Grâce à l'association House Raising. Ça vient de San Francisco. C'est quoi? C'est des contributeurs chaque mois qui donnent une contribution qui permet à l'association de faire des crédits pour acheter des appartements qui donnent dans un temps limité aux sans-abri. On va donner des téléphones pour faire le service, il faut vivre avec un téléphone. On va passer par Xavier Niel avec sa société Free. J'ai de la chance, je suis en contact avec lui grâce à Station F, donc c'est cool. Et des vêtements pour Emmaüs. L'objectif, c'est quoi? C'est que pendant ces 1 an-là, ça va vraiment leur permettre, via notre activité, où il n'y a besoin de rien, de mettre de l'argent de côté. On va leur permettre de passer une formation diplômante, parce que, Jude, on ne va pas faire toute notre vie dans les files d'attente. Ça, c'est un complément de salaire et c'est une aide, ce n'est pas une carrière de vie. Et donc, comme ça, ils vont pouvoir mettre de l'argent de côté. Et comme ça, au bout d'1 an, ils sont un peu plus réintégrés socialement. Ils ont une formation pour partir au moins sur un CDI et attaquer une vie sur des bases saines. Peut-être l'argent leur a permis d'écouler quelques dettes qu'ils avaient. 1 an peut peut-être suffire pour au moins soigner au plus profond un problème psychologique, psychique, avec un suivi bien sûr qu'il y aura après ces 1 an-là. Mais on veut vraiment prendre le temps en fait, pour la réinsertion, parce qu'il y a beaucoup de réinsertions qui se font en peu de temps. Sauf que 3 mois après, quand ils sont réinsérés, ils retombent à la rue parce qu'il y a une addiction qui n'a pas été soignée, il y a des dettes qui n'ont pas été faites, ou la réinsertion sociale a mal été faite. Donc du coup, on veut vraiment faire petit par petit, mais prendre le temps. Donc ça, c'est vraiment le but de l'Institut, et c'est vraiment ça qu'on veut apporter à la société. À la société. Mais on se sert de la société de l'Institut pour ce projet-là qui est le cœur du truc. Donc moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit pourquoi je suis là, je recherche des personnes pour travailler avec moi. Je recherche notamment un CTO et un bras droit, un mec aussi taré que moi qui va me suivre et qui va croire autant que moi dans le projet, et qu'on va tout faire ensemble pour péter le million dans pas longtemps et faire cette association pour offrir à la société. Sûrement, parmi dans vos contacts, vous avez cette personne-là. Vous avez ce CTO qui recherche un projet, qui est prêt à donner corps et âme dans un projet, qui en plus, l'argent rentre dans la société. Donc, vous savez, l'argent rentre dans la société, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, et un bras droit. Peut-être qu'il est là dans la salle. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir directement après. Moi, je suis là. Sinon, vous avez mon mail ici. Et dans votre téléphone aussi, vous avez forcément un contact. Donc, je vous demande. Je ne demande pas aux gens. On m'a toujours donné. Mais aujourd'hui, je vous demande. Donnez-moi des suggestions de personnes. Cherchez de partout. Putain, qui c'est qui pourrait matcher avec Brian? Qui c'est qui pourrait matcher avec son projet? Et sur ça, vraiment, je compte sur vous parce qu'on est à 2 doigts de décoller. Sauf que là, j'ai besoin de monde, j'ai besoin de vous. Là, tout seul, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, j'ai vraiment besoin de vous. Et voilà, je vous remercie vraiment d'avoir pris votre temps à m'écouter. Merci beaucoup.